Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du podcast La Santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale Gestion de patrimoine, LIM, le groupe TIGE et Eurofin Environex. Je reçois Dr Ariane Plaisance, PhD. Ariane est docteur en santé communautaire. La thèse de doctorat de Dr Plaisance portait sur les politiques d'établissement concernant les niveaux de soins et la réanimation cardio-respiratoire. L'occasion rêvée de discuter avec une experte de la fin de la vie et des écueils qui peuvent affecter les soins à cet égard. Nous parlons de fin de vie, de choix de soins, des enjeux liés aux directives médicales anticipées et de l'importance capitale du choix des mots. Bonne écoute. Ariane, bon matin. Bon matin. Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va bien. On est des leftos, donc on commence ça là, pour les gens qui nous écoutent. On s'est connecté à 7h30. Là. On a toutes sortes d'enjeux aujourd'hui. Donc, merci vraiment d'être là. Oui. J'aime ça aussi me lever tôt. J'ai plus d'énergie le matin, fait que c'est parfait. Excellent. Avant de rentrer dans le cœur du sujet qui est les directives de soins ou le sujet de ta thèse, puisque tu es PhD, en te cherchant un petit peu sur Internet, d'abord, Qualicis, c'est comme ça qu'on le dit. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ça, tu le dis bien. Qu'est-ce que c'est? Dans le fond, c'est que j'ai choisi de ne pas être professeur d'université, qui était ma voie destinée. D'accord. Mais aussi, c'est comme si l'université m'a aussi poussée vers cela. Là. Depuis le début de mes études, je voyais les professeurs-chercheurs qui étaient particulièrement beaucoup dans le jus. Puis on dirait qu'avec les années, c'est un peu comme les médecins aussi. Avec les années, la charge s'accumule. Puis je remets en question la qualité de vie qui est possible d'avoir avec une telle charge. Fait que j'ai choisi plutôt d'avoir une compagnie privée qui fait de la recherche par rapport à la fin de vie. Fait que dans le fond, je combine mes capacités de chercheur parce que quand on fait une thèse, on a beaucoup de compétences transversales qui ressemblent à des compétences d'entrepreneur. On est un petit peu comme notre propre entrepreneur. Puis on développe toutes sortes d'habilités par rapport à la publication scientifique, tout ça. Et aussi, j'ai développé une expertise là, durant ma thèse par rapport à la fin de vie, surtout dans un angle social, dans un angle d'éducation. Fait qu'en ce moment, avec ma compagnie, je fais surtout de la consultation puis aussi des conférences. Excellent, ça. Donc, écoute, on aura peut-être l'occasion de refaire un deuxième balado juste là-dessus, parce que j'avais vu un autre projet aussi en Amérique du Sud, là, donc il y a plusieurs petites choses. Donc, oui. Je t'ai juste dit la pointe de l'iceberg. Exact, c'est ça, Qualicis. Donc, c'est un projet de vie, mettons. Je mettrai la référence du site web sur les notes de balado. Puis, ce qui a attiré mon attention aussi, au comment c'est connu il y a 2 semaines, on est dans le contexte du projet de loi 106. Là. La session est terminée, le projet de loi n'est pas adopté. Il y a eu bâillon, mais ça a quand même brassé pas mal au printemps là-dessus. Puis toi, tu t'es exprimé un peu là-dessus sur ce qu'on pourrait appeler en anglais les whistleblowers ou les sonneurs d'alarme dans le corps médical là, qui lèvent la voix pour souligner les effets délétères des réformes, le manque de personnel, les conditions de travail indignes ou les décisions administratives qui nuisent directement à la qualité des soins. Alors, je te cite, pourquoi ce message à ce moment-ci, puis pourquoi le besoin de t'exprimer là-dessus?
Oui, ben, je suis une citoyenne, mais je suis aussi une personne qui a étudié en santé communautaire. Fait que j'ai appris durant mes études, c'était quoi les fondements du système de santé au début, comment il a été rêvé. Je dis bien rêvé parce qu'il Hum, n'a jamais été réellement implanté ainsi, là, il a été rêvé par Castonguay. hum, Puis, tranquillement, réforme après réforme, il y a eu toujours une plus grande centralisation, toujours moins de décisions prises à un niveau populaire, à un niveau citoyen. mhm. Puis, on dirait que depuis 2015, au début de ma maîtrise en santé communautaire, quand il y a eu la réforme Barrette, puis j'étais dans un cours sur les politiques de santé, puis je me souviens très bien d'avoir levé la main, j'ai demandé à la prof, là, est-ce que c'est le début de la fin de notre système public? Puis là, la prof, ça ne pouvait pas trop se positionner, mais bon, depuis ce temps-là, on voit un écrasement, je trouve, du système public. Ce qui me dérange beaucoup, c'est qu'en ce moment, ce qu'on fait, on dirait que politiquement, on envoie la balle aux médecins qui sont pourtant des travailleurs autonomes qui tentent de porter un réseau à bout de bras, mais qui n'ont pas en soi à le faire. Puis il y a quelqu'un de plus grand qu'eux qui n'a pas l'air de faire sa job à côté. Et je vois beaucoup de détresse dans mes amis médecins, des gens qui, à la résidence en médecine, ils cassent, ils font des burn-out. Hum. J'avais lu des articles très intéressants qui disent que les étudiants en médecine arrivent, ils veulent changer le monde, ils aiment l'humanité, clairement, c'est des humanistes. Puis le cursus scolaire les casse, puis à la fin, on leur montre plutôt à être des machines. C'est comme si l'éducation médicale les passe dans un tordeur, puis après ça, ben, la politique finit la job. Ben, c'est très Hum. grossier, là. Puis il y a plein de médecins qui sont très, très, très humains, là. Oui. Mais je vois beaucoup de souffrance, puis évidemment, au-delà du salaire, tout le monde veut une qualité de vie, là. Ça n'a Hum. pas de sens de de manière populationnelle. Puis on peut faire un lien aussi avec ce qu'on va parler plus tard, la planification des soins, l'aide médicale à mourir. C'est facile politiquement de dire, ben là, ils gagnent bien. Fait que là, tout le reste que la population générale veut avoir, comme une qualité de vie, du temps en famille, de pouvoir mettre de l'argent de côté, avoir des REER, fait payer. En tout cas, vous n'avez rien de tout ça. Il y a beaucoup de désinformation. Moi-même, je pense Hum. que je l'ai appris à la maîtrise, que les médecins, c'était des travailleurs autonomes. Fait que, tu sais, je pense que j'ai déjà été là, moi aussi, de dire, ah, ils gagnent bien leur vie, garde là, faut qu'ils ferment leur gueule. Bon, Mais écoute, on n'est plus là. ça me rejoint tout à fait. Mais c'est drôle parce que tu parlais de Claude Castonguay. On le citait récemment. Les gens disaient, ah, Claude Castonguay. Moi, j'ai jamais lu ça, mais Castonguay aurait dit que la tare originelle du réseau de la santé, c'est d'avoir laissé aux médecins leur statut de travailleur autonome. Puis je me dis, les gens qui citent Castonguay, d'après moi, je sais pas s'ils l'ont lu au complet, parce que Castonguay a dit beaucoup d'autres choses dont on pourrait s'inspirer pour remettre le réseau sur les pieds, mais c'est drôle ça, les gens qui critiquent actuellement, ils ne citent pas Castonguay. Il y a très longtemps, Castonguay disait, écoutez, si on continue à mettre des éléments dans le panier de l'offre, il va peut-être falloir avoir une discussion sur les choses qu'on veut enlever du panier. Mais ça, c'est une discussion... Ouais. Ben moi, on je cite logne les à segments. l'école tant qu'on ne règle pas le problème de rémunération des médecins, on va avoir de la misère à s'en sortir. Mm. Puis aussi, ça nous éloigne du soin. Ouais. Euh, et on s'enligne Mm. vers le traitement. Puis à ce moment-là, c'est ça aussi, je pense que c'est nuisible pour le patient et c'est nuisible aussi pour les médecins parce que tout ce qui est le réel soin, parler avec la personne, ramasser quelqu'un qui pleure, Mm. encadrer un étudiant qui est en détresse ou peu importe, tout ça, c'est pas facturable. Puis Mm. c'est juste les actes médicaux qui sont C'est ça, facturables. Fait que c'est difficile d'avoir une médecine humaniste dans un tel cas. tout Mais à bon, fait. ça, on pourra en parler longtemps. Puis je suis pas C'est experte de la certain. rémunération des médecins. Ben écoute, ce sera pour un autre jour. Alors, moi, je voulais parler, le titre de ta thèse, donc si je le lis, c'est quand même assez long. Adaptation d'une politique d'établissement sur les niveaux de soins et à la réanimation cardiovasculaire au contexte régional, le cas du Centre intégré de santé et services sociaux de Chaudière-Appalaches. Donc, pour nos éventuels auditeurs outre-mer, parce qu'il y en a, donc on parle de la rive nord de Québec, Non, nous, notamment, c'est la rive pas du sud. tout, la rive sud de Québec, pardon, notamment Lévis, tu me corrigeras, Thetford Mines, C'est Saint-Georges-de-Beauce. immense. Ouais, la Donc, Beauce, ça va jusqu'à Lillet, Montmagny, ça va jusqu'aux lignes américaines aussi. C'est un grand, grand, grand territoire. d'accord. Et l'objectif de la thèse était de documenter le processus d'adaptation d'une politique d'établissement sur le niveau de soins et la réanimation cardio-respiratoire. Alors, pourquoi
ce sujet ou cette réflexion là, donc sur les niveaux de soins, parce que je dois dire que j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que j'ai un paquet de préjugés, puis finalement, je te rejoins dans beaucoup de tes conclusions, donc je t'écoute. Pourquoi ce sujet? Un peu, mais là, tu as des préjugés sur quoi? Ben, des préjugés dans le sens que j'avais des idées conçues, puis finalement, ça confirme un peu ce que je pensais quand je te lisais, c'est pour ça. Donc, j'avais plein d'idées, donc... OK, ben à la fin, tu me diras un petit peu plus. Ben, ou en cours de route. Les préjugés que j'ai. Ben, c'était pas des. Écoute, ben, je vais me lancer. D'abord, moi, j'avais toujours le sentiment que le fameux formulaire de niveau de soins, là, c'est une chose qui est dans le dossier, puis on arrive à l'étage, c'est marqué niveau de soins à remplir. Là, on se retrouve, parfois, on connaît pas la personne. On la voit dans des conditions difficiles. Des fois, il y a déjà un petit niveau de confusion qui s'est installé. Il est 22 heures le soir, là, les résidents disent qu'il faut remplir un niveau de soins, là, on ne peut pas rejoindre personne. Puis là, les gens disent, puis là, on se dit, on a toujours la crainte, je te dirais, est-ce que le patient pourrait faire un arrêt cardio-respiratoire cette nuit? Puis là, finalement, c'est pas toujours facile. Puis l'autre chose, parfois, dont on parle pas souvent, c'est que quand on a des patients très âgés, là, parfois, on essaie de rejoindre une personne pour prendre des décisions. Puis parfois, la personne la plus proche est elle-même relativement âgée. Parfois, il y a un enjeu, là, tu sais, je donne un exemple. De compréhension. Il y a une personne qui a 95 ans, là, l'enfant peut avoir 75, tu sais, 70, puis là, on appelle l'enfant pour avoir un niveau de soin, puis là, finalement, on réalise, ça n'a pas de quoi on parle. Évidemment. Donc, j'imagine que c'est au cœur de ta réflexion, là, un c'est peu. Vraiment, oui, complètement au cœur. Je pense que dans le fond, ce que j'ai écrit, tu t'es rendu compte que ma thèse était nuancée et critique de tout ça. Puis probablement que quand tu l'as ouvert, tu t'es dit, bon, une fille qui veut qu'on fasse des niveaux de soins bord en bord, peut-être. Puis là, ça t'a comme dit, Non, okay, pas du tout, mais en fait, la deuxième chose à laquelle je réfléchis depuis un certain temps, puis là, finalement, c'est là que peut-être tu vas aiguiser ma réflexion, c'est que je trouve au Québec, on a l'impression que les gens n'ont pas cette réflexion eux-mêmes ou en famille sur jusqu'où ils veulent aller. Puis moi, je suis régulièrement surpris, là, confronté à des patients très âgés, là, puis je leur demande « Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? » ou « Avez-vous déjà réfléchi à ce que vous voudriez faire? » J'ai jamais pensé à ça. Puis là, c'est comme... Même les enfants, parfois, sont... Ben quoi? Tu sais, mon père, ma mère va mourir. Ben, je dis, peut-être pas maintenant, mais... Un jour. Non, mais j'ai déjà dit à la fille d'une patiente, écoutez, là, j'avais dit vraiment, là, la dame très, très âgée avec un cancer, j'avais dit, comment vous pensez que ça se termine ici, là, sur Terre, là, tu sais... Puis c'est John McCain, l'ancien candidat à la présidentielle américaine, qui avait déjà dit, écoutez, nobody's getting out of here alive, là, en voulant dire... Clairement. Oui, bref, je pense qu'on va être d'accord. C'est une mise en bouche. Donc, je t'écoute. Donc, pourquoi ce sujet, finalement? Je te lance le ballon. Oui, ben moi, j'ai étudié en anthropologie et là, c'est quoi le lien? Il y en a un, il est tellement clair pour moi, le lien. J'ai étudié baccalauréat en anthropologie. Après, j'ai travaillé quelques années en réadaptation à François Charon ou RDPQ, plus en recherche, en évaluation de programme. Puis c'est là que j'ai commencé à trouver ça, à m'intéresser au système de santé. Mettons, je faisais une recherche sur les TCC graves, puis là, les professionnels disaient que l'hôpital renvoyait les patients régulièrement trop tôt, qu'il y avait des problèmes de communication avec l'hôpital. Fait qu'au début, c'était ce genre de questions-là que je voulais adresser là, en allant à la maîtrise. Puis, finalement, quand j'ai commencé ma maîtrise, mon directeur, il était un médecin clinicien, un chercheur clinicien, pardon. Puis lui, il s'intéressait aux objectifs de soins. J'avais aucune idée c'était quoi. Puis là, j'aime ça me positionner, de dire, j'ai 29 ans. À ce moment-là, j'ai déjà un bac, j'ai travaillé en réadaptation, je commence une maîtrise et je n'ai aucune idée c'est quoi les objectifs de soins. OK? Et là, au début, il m'a dit Ariane, j'ai ce projet-là, parce que moi, j'avais mes idées de faire des projets sur la réadapte. Là, il me dit j'ai ce projet-là, j'ai eu une petite bourse, tu pourrais t'intéresser à ça durant ta maîtrise. Et là, j'ai dit non. Moi, j'ai peur de la mort, ça ne m'intéresse pas. Puis là, ça a l'air qu'il a insisté un petit peu et je le remercie. OK. Et là, finalement, un soir, je venais d'avoir ma deuxième fille. J'étais allée le voir aux soins intensifs. Et là, quand je suis rentrée dans les soins intensifs, j'ai compris c'était quoi ma mission de vie. Okay. J'aime ça dire que je suis renée ce jour-là. Là. J'ai vu des gens de 90 ans intubés depuis des jours. Et moi, dans ma naïveté de citoyenne,
je pensais pas que ça se pouvait, là. Je pensais que ce qu'on avait dit à notre notaire, là, tu sais, que le monde qu'on a coché qu'on veut pas d'acharnement, là, je pensais, comme pas mal de monde, que comme par magie, là, c'était aller dans le réseau de la santé. Puis comme par magie, que le médecin aurait su c'était quoi de l'acharnement thérapeutique que je veux donc bien pas avoir. Fait que Mhm. ça a été une déconstruction totale de comment que je comprenais le monde, comment que je comprenais l'hôpital, comment que je comprenais je savais pas comment que ça s'appelait à ce moment-là, mais comment que je comprenais la planification anticipée des soins. Fait que ça m'a vraiment piqué parce que je suis une personne qui est militante, je suis une personne pour le droit des humains. Et tantôt, je disais le lien avec l'anthropologie, pour moi, il est Mhm. bien clair. J'ai vu des cultures qui ne se comprennent pas. Et là, je me suis dit, j'ai pas besoin d'aller en Inde ou en Palestine pour être anthropologue. Je peux faire ça ici, à 2 kilomètres de chez nous. Parce Incroyable. il y a des patients que la seule chose qu'ils sont capables de dire, c'est je veux pas d'acharnement. Et des médecins, puis là, j'observais les médecins, puis ça m'a pris moi-même du temps à comprendre qu'on parlait de la mort, OK? Les médecins, pour un consentement aux soins, ils disaient si ça va pas bien, voulez-vous tout? Là, si ça va pas bien, égal, si vous mourrez, voulez-vous tout? Voulez-vous qu'on vous réanime? Là, comment tu veux que la personne elle comprenne, là? Mhm. Et moi-même, ça m'a pris vraiment du temps à comprendre, à détecter tout ça. Et après, autre consentement aux soins, une dame elle a un masque sur le visage, un BIPAP, je pense, ça s'appelle. Puis là, elle est clairement pas bien. Puis là, le médecin dit bon, vous n'avez pas l'air bien. Est-ce que vous voudriez qu'on enlève le masque puis qu'on vous laisse partir? Mhm. Partir, Allez où? partir À la chez vous? maison? Ouais, c'est ça. Ben voilà, fait que ça, là, ça m'a vraiment beaucoup allumé. Puis, je me disais, bon, OK, on est à Québec, on est à Lévis, à peu près tout le monde a la même culture, là. J'ai même pas été confrontée à de l'interculturel, là. Tout Ouais. le monde parle français, là. Tout le Je monde est peux, à peu près le je même background, là. pourrais t'en raconter une du même genre. Moi, j'ai déjà vu des gens obtenir un consentement aux soins, puis évidemment, on peut, comme tu le sais, amener le patient dans un sens ou dans l'autre, là, lorsqu'on... Tellement. Alors de dire, écoutez, voulez-vous, si vous avez un arrêt cardiaque, qu'on vous réanime? Puis là, les gens, quoi? Ben là, on va mettre un tube dans votre gorge, on va vous masser, on va fracturer vos côtes. Là, vous allez avoir un tube, on va mettre ensuite probablement un tube dans votre trachée. Là, le patient a dit non. Mm. Tu comprends? Donc, Ben oui, si on dit les vrais mots, puis tu sais, là, tu as dit le mot masser. Là, moi, je veux dire interdit de dire le mot masser. bon, OK? OK. C'est pas un massage. Oui, effectivement, c'est un petit peu les euphémismes dont tu parlais dans... Voilà. C'est Puis là, ça. comment tu l'as comme enrobé de mots crus. Fait que ça a bien, Mais tu en sais, fait, on a ça s'appelle un compris. massage cardiaque quand même Je le dans la science. sais, je Ouais. sais. Parce qu'au Mais début, carrément, il ouvrait la cage thoracique puis il allait masser le cœur carrément, effectivement, là. Mais, effectivement. tu sais, là, tu as décrit une situation où est-ce qu'on veut que la personne refuse la Exactement. réanimation. Si on veut Mm. que la personne accepte, on va dire si ça va pas bien, voulez-vous qu'on vous masse? Bien sûr, massez-moi si je ne vais pas bien, un petit massage d'épaule, tu sais. Fait que le Ouais. même mot, comment qu'on l'utilise, va être utilisé pour dire oui ou dire non à quelque chose. Puis oui, j'ai remarqué, ça m'a pris quand même, c'est dernièrement que j'ai remarqué aussi, par rapport au DMA, par rapport à toute la planification anticipée des soins, les médecins, ils vont en parler juste quand eux, ils ont un malaise. Quand eux, ils n'ont pas le goût d'aller là avec la personne, j'ai l'impression. Alors qu'il y a peut-être plein d'autres occasions que la personne elle-même, elle aurait voulu dire stop, puis qu'elle OK. n'a pas eu l'occasion. L'IM Santé est fier de lancer Emilia, la toute première application qui permet aux patients de se concentrer pleinement sur leur échange avec leurs professionnels de la santé, tout en générant automatiquement des notes claires, faciles à consulter, à traduire et à partager avec un proche ou un autre professionnel. Alors que les solutions de scribe IA apparues dans le secteur de la santé visaient jusqu'ici à faciliter la prise de notes des médecins, Emilia se distingue en s'adressant exclusivement aux patients. Elle marque ainsi une étape décisive en matière d'innovation en santé au Québec et au-delà.
Mais je vais te poser une autre question. Selon toi, là, si j'ai un patient de... J'ai vécu ça, moi, disons, j'ai fait une pneumonie assez sévère à l'âge de 39 ans. Là, Ah oui. 2 jours de soins intensifs. Tu as Je été de respirais. l'autre côté de. Ouais, il semble-t-il sur le bord de l'intubation, là, tu sais, Ouf. donc respirer à 40, la fièvre à 41, tu sais, écoute, ça a été assez solide pendant 24 heures où, moi, personnellement, j'avais peur de mourir, là, mais on m'a jamais parlé de niveau de soins, donc ça, c'est le préambule, là, ça fait un bon moment, tout va très bien, mais est-ce que on devrait demander à un gars de 30 ans jusqu'où on doit... Est-ce qu'on doit avoir cette discussion-là avec un gars de 30 ans ou comme moi à l'époque 39 qui rentre pour une pneumonie? Parce que lorsqu'on discute de niveau de soins avec des gens très jeunes ou d'âge moyen, disons comme moi, parfois ça les insulte, tu sais, ou Ouais. ça les inquiète parce que là, ils se disent, coudonc, mon chirurgien n'est pas bon, là, tu sais, il a peur que je Oui. meure, tu sais, comprends? Oui, oui. Non, non, je comprends Est-ce tout qu'on à devrait fait. toujours avoir la discussion ou est-ce qu'on pourrait Non, je pense présumer pas. qu'un gars de 30 ans veut être réanimé, je veux dire, puis on introduit juste une discussion qui génère de l'anxiété, je sais. Non, mais moi, je pense que là, c'est parce qu'on fait porter sur les médecins, on fait porter sur le bout de la ligne, le bout de la chaîne, le poids de quelque chose, le poids de quelque chose qu'on devrait déjà savoir. Et moi, je pense qu'on devrait tous connaître le fait qu'on va mourir. OK. Ben, Le fait que la médecine peut pousser la vie dans ses derniers retranchements sans qualité de vie. Et le fait qu'un jour dans notre vie, on va avoir à prendre de telles décisions. Aussi le fait que, par défaut, on est tous objectif A. Ça frappe l'esprit là, de penser que, par défaut, si on n'a pas un formulaire, si on n'a pas, si on ne l'a pas placardé partout dans notre maison, par défaut, on considère qu'on veut être réanimé. Fait que le fait qu'on choque les gens à en parler, le fait que tu me poses cette question-là, parce que tu as peur de déplaire ou de briser une relation thérapeutique avec la personne, pour moi, c'est parce qu'il y a eu un manque en amont. Il y a eu un manque aussi au niveau des politiques, au niveau du système d'éducation ou peut-être même au niveau de... Il pourrait y avoir des publicités, il pourrait y avoir de la conscientisation qui fait en sorte qu'on sache qu'un jour, ces décisions-là vont arriver. Parce qu'un objectif de soins, c'est pas juste pour ne pas réanimer. Hein. Le principe de l'objectif, c'est que ça peut être, OK, oui, 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 je veux tout, puis on discute normalement, mais je sais que c'est pas fait comme ça, puis que c'est pas réaliste, là. On discute de c'est quoi vos objectifs de vie, vos objectifs de fin de vie, puis à la fin, ça peut qu'on mette un A. Après qu'on en ait discuté, on peut mettre un A. Mais c'est sûr que c'est pas réaliste de penser qu'on va en discuter avec tout le monde parce que ça nécessite de défaire beaucoup de mauvaise compréhension. Puis les gens sont tellement mêlés en plus avec l'aide médicale à mourir. Quand l'aide médicale à mourir est arrivée le 10 décembre 2015, moi j'étais en pleine collecte de données. Puis du jour au lendemain, il y a des patients qui ont même refusé de signer notre formulaire de consentement, de recherche, parce qu'ils pensaient que c'était un consentement à l'euthanasie. Ou si on parle de niveau de soins, si on dit, bon, votre père, tu vas peut-être me confirmer que tu l'as vécu, bon, votre père, ça va pas si bien, est-ce que vous voudriez qu'il soit réanimé ou pas? Puis là, vous proposez l'aide médicale à mourir? Est-ce que tu l'as déjà vécu de faire une association? Moi, personnellement, non. Ce que je constate, ben, je l'ai vécu très récemment, là, les patients atteints d'un cancer, puis il va demander l'aide médicale à mourir. Tu sais. Puis là, j'ai dit, écoutez, honnêtement, je suis pas sûr que ça va être nécessaire. Là, tu sais, je me disais, il y a des soins palliatifs, puis si on arrête de boire et manger, c'est quelques jours. Tu sais, c'est comme la porte de sortie. Mais de dire que les gens ont... Non, mais honnêtement, depuis le début, moi, c'est peut-être le fruit du hasard. Je n'ai aucun patient qui m'a demandé l'aide médicale à mourir. Là. Donc, moi, je n'en fais pas. Je référerai. Mais je n'ai pas eu à faire cette référence-là une fois. Mais toi, c'est quoi ta spécialité? Ben, je fais de la chirurgie générale, mais je fais de la chirurgie oncologique. Là, donc, je traite des patients qui ont des cancers métastatiques. Je pourrais y être confronté. Ça n'est jamais arrivé, mais probablement que le milieu où je suis, moi, quand les patients arrivent dans cette condition-là, on demande l'équipe de soins palliatifs. Puis à ce moment-là, ça tombe assez rapidement dans une structure qui est plus appropriée qu'un étage de chirurgie, là, lorsqu'on est
C'est en soins drôle parce que palliatifs. les chirurgiens et les oncologues, c'est eux qui ont la pire réputation pour pas bien faire les objectifs de soins. Aux Ben, soins intensifs, ils chialent contre les chires puis je vais les être bien oncologues. honnête avec toi, dans un hôpital universitaire, plus souvent qu'autrement, c'est fait par les résidents. Puis Mhm. c'est tout à fait. Nous, c'est une discussion qu'on va avoir parfois en clinique externe, en amont, là. Ça va, parfois, même nous, ça va s'arrêter. Notamment à Québec, on a un excellent service d'oncogériatrie. Donc, quand on a des patients qui Mhm. ont un cancer puis qu'on juge qu'ils sont âgés, fragiles, on les fait voir par l'équipe d'oncogériatrie de Saint-Sacrement. Puis ça, vraiment, c'est une aide extraordinaire parce que là, les patients ressortent. Puis régulièrement, là, je vais avoir l'appel de ma collègue oncologue qui va dire, gériatre, oncologue, qui va dire, ben j'ai discuté, finalement, il n'y aura pas de chirurgie. Tu sais, C'est super. on se rend pas à l'étape d'opérer puis de se retrouver Mhm. finalement aux soins intensifs puis de se dire, ben là, voulez-vous que, tu sais, cette discussion-là Oui. est en amont, là, tu sais. Ben, Donc c'est ça, c'est super vraiment qu'on ait cette extraordinaire. structure-là. Puis Ouais. parfois, il faut convaincre les patients d'y aller, là, parce qu'ils considèrent des fois qu'on lance la serviette ou que c'est palliatif trop rapidement. Mais en général, les patients l'apprécient. Mhm. Mais c'est C'est ça. aussi parce qu'on ne comprend pas bien c'est quoi les soins palliatifs, hein? On Tout à associe fait. encore et toujours soins palliatifs égale je vais mourir, alors qu'on peut très bien combiner les soins curatifs avec les soins Tout à palliatifs. fait pour le contrôle de la douleur, notamment. Oui, mais aussi Ouais. en parler de la fin de Ouais, vie. Tu sais, c'est ça. oui, espérer pour le mieux et tout en planifiant pour le pire, ça fait partie de l'approche intégrée de soins Ben, en fait, tu palliatifs vois, on aussi. souligne un autre enjeu parce que là, je réfère un patient, moi, soins à domicile, soins palliatifs à domicile, puis là, les CLSC me demandent une espérance de vie, un Ouais. pronostic avant de rentrer dans le dossier. C'est Mhm. comme si le patient n'est pas assez malade, on n'ira pas tout de Ouais. suite. C'est comme ça que je le comprends, là. Ben oui, C'est- c'est c'est- comme ça. Puis alors que il y a tellement un gros clivage entre l'approche telle qu'on voit dans les articles, l'approche qu'on devrait avoir de soins palliatifs intégrés et, ben, tu l'as bien dit, là, Ouais, l'espérance de vie, 4 semaines, 5 semaines, oui, mais on peut l'intégrer 1 an, 2 ans avant. c'est Mais ça. peut-être que c'est pas au système de santé à porter tout ça. Effectivement. C'est vrai parce que je fais la boucle avec ce que tu disais tout à l'heure, là, puis tu parlais de faudrait renseigner la population, puis éduquer la population. Mais lorsqu'on voit le ministère de la Santé ou le ministre de la Santé dans les médias, c'est soit pour son PL 106 là, récemment, mais sinon, c'est simplement pour de la gestion de crise. Là. La seule chose dont on parle dans les médias, ou la chose dont on parle le plus souvent, c'est les temps d'attente à l'urgence. Oui, On oui. parle juste de ça. Là. Le Alors, tu sais, pourcentage de personnes inscrites, puis ben, c'est les de la patients sur politique. civière à l'urgence de Oui. Maisonneuve-Rosemont, là, ben là, il y a 140% d'occupation à Maisonneuve-Rosemont. Là, on va parler de ça aux nouvelles. Là, mais on ne parle pas du fait que finalement, les patients sont mal préparés à décider là, ce qu'ils veulent. Évidemment, oui, oui. Mais est-ce que c'est le rôle du ministre de la Santé à faire? Moi, j'ai perdu espoir de changer quoi que ce soit à ce système-là. Et je me dis, où est-ce que je vais avoir de l'impact, moi? C'est en parlant aux gens. Puis vraiment, littéralement, je le fais. Je vais juste Mm. revenir sur ma maîtrise, mon Oui, doc, puis ton mon doctorat, postdoc. oui. OK? Oui. Bon, fait que là, la maîtrise, j'ai fait un outil d'aide à la décision aux soins intensifs en parlant avec des patients pour est-ce que vous voulez être réanimé, intubé, les objectifs de soins. Puis même si on le testait avec des patients, même si on s'adaptait le plus qu'on pouvait, à la fin, le monde ne comprenait quand même pas où est-ce qu'on s'en allait avec ça. Okay? Le monde ne sait pas que si ton cœur arrête, tu es mort. Okay? Il a fallu qu'on fasse un graphique genre ton cœur arrête, on ne te réanime pas, 100 personnes sont mortes. On te Mm. réanime, 10 peut-être survivent avec une condition pas pire. Et Mm. qu'on part de loin. Fait qu'à la fin de ma maîtrise, j'avais toujours, le monde ne comprenait pas. Puis là, je me suis dit, oui, c'est bien beau faire de la recherche, mais là, après ça, comment que ça va être implanté? Je me suis dit, j'ai eu espoir. Fait que là, j'ai travaillé avec l'organisation, avec le CIS de Chaudière-Appalaches, puis j'ai eu une super bonne bourse des IRSC qui permettait carrément là, d'être inséré, d'être payé pour travailler à la DSP du 6. Il venait de sortir un guide de l'INES sur, c'est là qu'ils ont sorti le nouveau formulaire, le formulaire standardisé, et qui venait de sortir avec ça un guide sur comment implanter une pratique interprofessionnelle d'objectifs de soins. Puis on allait même au-delà de l'interprofessionnel, il y avait de l'intersectoriel, ça veut dire les organismes communautaires, la communauté a aussi un rôle à jouer dans tout ça. Fait que là, moi, j'étais pleine
d'espoir à ce moment-là. Alors, on a pris le guide de l'INES qui contenait une politique, un gabarit de politique. Puis, pendant 2 ans, on a été 15 personnes autour d'une table, des personnes de 5 directions, 3 médecins spécialistes, une citoyenne, tout ça. Puis, on a adapté la politique de l'INES à la réalité de Chaudière-Appalaches, de l'OMATES. Puis là, on s'est dit, une politique, c'est pas suffisant. On va aussi faire un cadre d'intervention clinique pour guider les cliniciens quand ils ont tel type de patient devant eux. C'est quoi le plus urgent? Parce que c'est pas tout le temps urgent de parler puis de faire le formulaire. On peut en parler sans faire un formulaire aussi, là. Hein? On peut mettre le sujet sur la table. Fait qu'on on a dégagé 6 profils de personnes. Des personnes totalement en santé qui devraient à tout le moins savoir que ça existe. Des personnes qui rentrent, qui ont un premier diagnostic de cancer ou d'Alzheimer. Puis on a aussi, avant même que la COVID arrive, on avait créé un profil sur la maladie grave et soudaine. Parce que les médecins spécialistes qui étaient là avec nous autour de la table nous disaient, ouais, moi, là, le problème avec les décisions, c'est pas quand la personne est sur une traque de fin de vie bien claire, comme souvent cancer, Alzheimer, qui sont quand même des maladies qui emportent beaucoup de gens. C'est vraiment quand c'est soudain et qu'on ne connaît pas la personne. On avait même créé un profil là, pour les personnes qui ont un incident grave. Mais malheureusement, quand moi j'ai terminé mon doctorat, puis il y a aussi là, la personne, la directrice là, qui s'en occupait principalement, elle a quitté pour un autre poste. Je peux même pas dire que ça a été tabletté, tout ça, là, parce que c'est encore dans mon ordinateur. OK? C'est dans ma thèse. Moi, j'ai une super belle thèse, là. J'ai 3 articles scientifiques, j'ai développé un cadre d'intervention, mais les patients, eux, est-ce qu'ils en ont bénéficié? C'est resté là. Ça a coûté cher, là, faire ça, là. Et les gens qui étaient là autour de la table, ils étaient payés, là. Ça a pris de mon temps, du temps de bien des gens, puis c'est allé nulle part. Puis c'est que je pense qu'au début, j'étais fâchée. J'étais déçue, c'est sûr. J'ai essayé de créer des liens politiques pour que ça soit remis sur la carte. Bon, il y a encore, ça fait plusieurs années maintenant, là. Ça fait quasiment 5 ans. Il paraît qu'il y a encore des gens aussi de Chaudière-Appalaches que ça les intéresse de remettre ça sur la table. J'ai l'impression que ça va prendre un scandale, tu sais. C'est comme, mettons, quelqu'un qui a été réanimé contre son gré. Ah, ben oui, on a une politique pour ça, puis là, ils vont aller la sortir, là, tu sais. Je ne sais pas trop. Puis, c'est là aussi que j'ai compris, je me suis dit, OK, tu vois mon cheminement. Genre, je fais un outil d'aide à la décision, personne ne le comprend, ça reste là. Je travaille sur une politique d'établissement, ça meurt. Je me suis dit, moi, je m'en vais travailler direct avec le monde. Direct avec la population. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Je fais beaucoup de conférences. C'est là que je m'en vais tantôt, là, 9h30. Une conférence à Montmagny-Lillet sur la planification anticipée des soins. Puis le public, c'est le comité des usagers de Montmagny-Lillet. Puis là, ça, c'est intéressant quand c'est des gens. J'aime ça donner des conférences au public carrément, mais j'aime ça aussi juste un petit peu plus haut que le public, parce qu'ils deviennent... Oui, c'est ça. Là, je fais des dessins avec mes mains. Parce que là, ces gens-là deviennent eux-mêmes des agents de changement. Des ambassadeurs. C'est ça. Comme dernièrement, j'ai fait une conférence au regroupement des organismes en oncologie communautaire du Québec. Mais eux, c'est parfait, là. C'est vraiment mon public cible, là. Parce que, tu sais, c'est long de parler à tous les Québécois. Mais là, si je parle à du monde un petit peu plus haut dans la hiérarchie, ben eux, ils peuvent répandre le message. Puis qu'est-ce que je partage dans ces conférences-là? C'est un peu ce que je t'ai partagé aujourd'hui, là, que on s'imagine quelque chose. Je pense qu'on aime ça, s'imaginer que ce qu'on a dit à notre notaire, ça s'en va quelque part par magie. On a comme une pensée magique, hein, qui est encouragée même. On ne mourra pas. La réanimation, c'est magique. Personne ne nous dit jamais les mots que tu as utilisés tantôt, là. Casser des côtes. Puis, tu sais, les taux de survie, c'est pas comme on s'imagine, là. Tout à fait. Fait qu'il y a comme une pensée magique, premièrement, sur la réanimation. Il y a une ignorance par rapport au fait que tout le monde est présumé vouloir toutes les manœuvres possibles pour les maintenir en vie. Après ça, il y a une pensée magique parce qu'on a dit à notre notaire dans les années 80 qu'on voulait pas d'acharnement installé à quelque part. Puis il y a la pensée magique qu'on va pas mourir. Et tout ça ensemble, ça fait vraiment une grosse caverne, en fait. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine.
comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Mais tu soulignes dans ta thèse aussi la difficulté quand même, c'est un petit peu la même chose pour les directives médicales anticipées, là, pour l'aide médicale à mourir. La difficulté de se projeter dans le futur, puis de savoir, moi, mettons, j'ai 65 ans, je suis en parfaite santé, là, puis je voudrais pas être réanimé là, si je fais tel ou tel type de conditions. Je veux dire, puis c'est très difficile à merci d'aller là. Donc, puis avant que peut-être tu répondes à ça, moi, je me dis, le plus important pour moi, selon moi, c'est la discussion avec les proches. Oui, ça, à ce moment-là, ça peut être, c'est relativement contemporain. Moi, j'ai quelqu'un très près de moi là, qui me l'a dit plusieurs fois, là, exactement. Elle a dit, moi, là, je veux pas, là, s'il arrive quelque chose, là, je me retrouve intubé, on arrête ça, là, je veux dire. Alors, c'est clair, puis là, je comprends le fond de sa pensée. Tu vas me dire, je suis dans le milieu, c'est peut-être plus facile pour moi de saisir tout ça, mais ça m'apparaît assez clair plutôt que d'écrire sur un formulaire pas d'intubation, pas de réanimation. Là, je suis comme... Je sais pas, donc... pas de réanimation. Tu me corrigeras, mais même avec des directives anticipées, là, souvent les cliniciens vont aller chercher le consentement de la famille, un petit peu comme dans le don d'organes, là, tu sais, donc... bref, je t'écoute là-dessus. Tu as tout à fait raison, et ça aussi, ça a été vraiment une déconstruction pour moi, parce qu'au début, j'étais comme, faisons plus d'objectifs de soins, faisons plus de DMA, tout ça. Mais là, maintenant, je suis complètement ailleurs dans ma pensée. Parlons-en plus. Informons-nous plus, éduquons-nous plus, mais il ne faut pas prendre de décision anticipée, par contre. C'est ça. Parce que tant qu'on n'est pas devant un fait, mais là, c'est là la complexité de la chose, hein? Tant qu'on n'est pas devant un fait, on n'a pas aucune donnée. On ne connaît pas notre état de base. On ne connaît pas qu'est-ce qui a fait notre arrêt cardiaque. On ne connaît pas nos chances de survie, les risques et bénéfices. Clairement, il ne peut pas avoir un consentement éclairé, anticipé. Puis il y a d'autres choses aussi. Là, ce que je trouve inacceptable comme qualité de vie à 60 ans, ça peut être très acceptable à 75. Oui. Peut-être que je suis devenu grand-père. Je ne l'étais pas. J'ai toujours voulu être... oui. Je veux voir ma fille se marier. Je sais, on peut imaginer 50 choses. Là, en fait, donc, au Québec, on est arriéré sur ça. Là. Ça fait depuis, je pense, 2008, là, qu'il y a des éthiciens américains qui ont dit Living will, enough is enough, it's a failure. Ça ne marche pas, OK? L'idée même de se projeter dans 10 ans, dans 15 ans, on peut écrire, on peut coucher sur papier nos valeurs, ce qu'on préfère, le genre de type de fin de vie qu'on veut, mais encore. Mais prendre de dire « je ne veux pas être réanimé quand tu as 40 ans », ça n'a pas de sens. Ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. Et ça, c'est vraiment mon cheval de bataille au Québec. On a une génération de gens qui se sentent protégés. C'est comme s'ils ont acheté une police fin de vie, OK? En allant chez le notaire. Ils ont dit à leur notaire, années 80-90, qu'ils ne voulaient pas d'acharnement. C'est fait. Leur planification de fin de vie est faite. OK? Là, on a une nouvelle génération de gens qui sont encore allés chez le notaire puis qui ont fait des DMA, des directives médicales anticipées. Fait que là, ils pensent que leur planification de fin de vie est faite. Comme un préarrangement funéraire. Oui!
Puis c'est conçu dans leur tête comme ça, où ils font ça en même temps que le testament. Oui, mais écoute, le testament, il va s'appliquer quand tu vas être mort. Les DMA, là, ils vont s'appliquer, tu vas être très vivant et très vulnérable. C'est pas la même chose. Fait que toute l'idée au Québec, comment que c'est comment que c'est réfléchi, je ne sais pas si ça a été réfléchi vraiment par quelqu'un, ça s'est fait tranquillement comme ça, tu sais, que ça se fasse par les notaires ou seul chez soi, parce que c'est tout ce qu'on fait chez le notaire, on peut les faire seul aussi gratuitement chez soi, et qu'après ça s'en va dans un autre système. Et ça y va pas dans l'autre système, mais on s'imagine que ça y va. Hein? Quand tu fais référence à ça, c'est de se rendre à l'hôpital dans le dossier du patient. Ben, je veux dire, il y a le système légal et il y a le système médical qui ne communiquent, qui n'ont pas les mêmes mots, ne communiquent pas ensemble, mais les gens s'imaginent ça. C'est-à-dire, il y a des fiascos par rapport à la gestion des données, les systèmes qui ne se parlent pas, le DSQ, tout ça. Mais ça, là, on pense que ça marche, puis que oui, ma DMA est accessible. Puis dernièrement, j'ai fait une étude financée par la Chambre des notaires du Québec par rapport si les médecins ont accès au DMA. J'ai fait 20 entrevues avec des médecins. Tous des médecins qui voient régulièrement là, des patients là, inaptes là, pour qui la DMA pourrait s'appliquer. Alors, sur les 20, il y en avait qui pensaient que la loi n'était pas encore passée, 2015. Il y en avait d'autres qui ne pensaient pas que ça les concernait. Puis d'autres qui avaient essayé d'avoir accès au registre. Ça avait pris 2 ans, ils ne savent pas à qui demander, ils écrivent à un, ça ne marche pas. Puis plein d'autres qui avaient cru au début, ah oui, ça va être utile, mais qui finalement, ben, il n'y en avait pas de DMA ou finalement, ben, le papier qui est là, ça ne dit rien. Parce que comment on peut s'assurer du consentement libre et éclairé de la personne quand elle a fait un papier il y a 10 ans, seule, ou devant un notaire, puis les mots qui sont clairement, le formulaire n'a pas été validé. Là. En recherche, quand on lance un formulaire, un questionnaire comme ça, on va faire une évaluation de contenu. Il aurait fallu que les utilisateurs de la DMA, ça soit les futurs utilisateurs, là, les médecins, les notaires, les patients, les proches, les infirmières, s'assoient ensemble. Puis regarde, est-ce que tu comprends le même mot que moi? Est-ce que pour toi, sans possibilité de nana, ça veut dire la même chose? Puis on n'en serait pas là aujourd'hui, là. OK. Mais dans un monde idéal, disons, là, au Québec, comment ça fonctionnerait, disons, là? Si toi, tu devais concevoir tout ça, donc... du début, j'imagine, on commencerait par éducation. Oui et non, là, parce que je sais que c'est une pensée magique, là, ça aussi, là. J'ai vu des trucs ailleurs qui fonctionnent mieux qu'ici. Ça va être là que je vais t'apporter, je pense. En Colombie-Britannique, ils ont 3 agences de santé sur tout le territoire. Dans un des territoires, qui est Fraser Health, ils ont une équipe de 18 personnes qui s'occupent de tout ça. Ils s'occupent de faire de l'éducation, des conférences, des ateliers, mais aussi ils traduisent en plusieurs langues. Les documents, ils ont des vidéos, ils ont des formulaires, tout ça. Moi, je pense que c'est pas quelque chose qui appartient aux médecins. Oui, signer le formulaire, ça appartient aux médecins. Et aux infirmières, aux IPS, là, depuis 2021, les IPS peuvent signer le formulaire. Mais tout le reste, là, ça peut être des TS, ça peut être des infirmières, ça peut être toutes sortes de gens. Ça peut être moi. Moi, je ne prendrai pas de décision médicale. De toute façon, comme j'ai dit tantôt, on ne devrait pas prendre de décision médicale ben en avance. On devrait la prendre juste quand on est dans le début de quelque chose, dans le début de ce qui ressemble à une situation périlleuse, disons. Fait que là, avoir premièrement un investissement majeur. Et au Québec, le problème aussi, c'est que quand l'INES a implanté le nouveau... Ils ne l'ont pas implanté, justement, là, ils ont lancé le nouveau formulaire. Ça venait avec une politique, mais là, chaque établissement était responsable de mettre en place la politique. Il y en a beaucoup qui l'ont juste adopté. Il n'y a pas eu nécessairement... là, parce qu'une politique ne va pas changer le monde. Là. Mais tant qu'on n'a pas une instance au niveau provincial qui donne des outils, qui aide, qui encadre, qui facilite, tout ça dans chaque CCCIUS, là, je ne sais même plus si ça existe des CCCIUS, là, mais à ce moment-là, il va toujours avoir de l'iniquité. Parce que là, si tu es admis au CHUM à Montréal, eux, ils ont développé des super bonnes pratiques par rapport aux objectifs de soins. Ils ont réussi. Mais si tu es admis au CHUM, tu as plus de chances qu'on t'en parle, tu as plus de chances que ça soit bien fait, tu as plus de chances potentiellement, ça ne se mesure pas,
peut-être plus de chances que les volontés de fin de vie soient respectées que si tu es admis au CHUL à Québec, mettons. Fait que là, ça crée des iniquités. Fait que moi, je pense qu'il pourrait y avoir une plateforme au niveau provincial qui encadre le tout avec de la main-d'œuvre. Je pense que le monde ne réalise pas, le gouvernement ne réalise clairement pas qu'il y a des économies, là, on va se le dire. Là. Si le monde meurt avec des soins palliatifs à domicile, si les gens savent, une autre affaire que les gens ne savent pas, c'est qu'on a le droit de refuser un soin. Là. Code civil de 1991. Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit ouais, mais si je refuse un soin, ils vont m'enlever ma RAMQ. Mais non, ils vont pas t'enlever ta RAMQ. C'est profond, là. Et je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas encore compris qu'on pouvait faire. Puis il y a un élément de dignité aussi. Là. Tu parles d'une statistique dans ta thèse aussi sur la durée de séjour aux soins intensifs avant le décès, là, qui va jusqu'à 10 jours dans certaines juridictions, alors que ça va à 2. Oui, hey, merci d'avoir lu ma thèse. Il y a un enjeu de dignité parce que parfois, je dis à certains patients, là, j'ose parfois le dire, là, des patients très âgés, des cancers métastatiques, puis là, on envisage une chimiothérapie ça sera pas extraordinaire. Là. On va aller chercher quelques mois peut-être. Puis parfois, je leur dis, écoutez, vous avez quand même fait une belle vie, là, tu me semblais, là, ou à la famille, est-ce qu'on veut vraiment, pour aller chercher 2 mois de plus, terminer ça un peu dans la grande misère d'une chimiothérapie, puis des effets secondaires, puis d'être à l'hôpital 3 jours par semaine ou 2 semaines, là, pourquoi finalement? Là, alors je leur dis, la meilleure qualité de vie, c'est maintenant que vous l'avez. Là. Vous avez peu de symptômes de votre cancer. Votre cancer est métastatique, mais il n'est pas trop symptomatique. Ben, je pense que tu parles d'un autre manque de compréhension du public, là, qu'un traitement contre le cancer, c'est pas une partie de plaisir. Là. Non, tout à fait. Parce que des fois, les gens me confrontent en me disant « Oui, mais là, Ariane, si on refuse un soin, on va souffrir. » Oui, mais si tu acceptes le soin aussi, tu vas souffrir. Ouais. Tu parles, Ariane, de... Attends, la statistique de 10 jours. Ah oui, bon, écoute, je te laisse aller. Puis ensuite, je voulais parler des infirmières et des travailleurs sociaux après, c'est pas ça. Okay, ça, c'est une grosse étude qui a été faite par l'équipe de Darren Allen, qui est un des plus grands chercheurs sur la fin de vie là, au Canada. Il travaille aussi en nutrition. Puis, ils ont découvert dans une grosse étude qui ont étudié des gens de 80 ans et plus qui étaient admis aux soins intensifs partout au Canada. Là, il y a vraiment, c'est un gros N, là, je me souviens plus exactement, c'est en haut de 1000, que la durée moyenne de séjour pour les patients qui allaient décéder, c'était de 10 jours. Alors, une personne de 80 ans et plus au Canada qui est admise aux soins intensifs, et là, je le dis pour les gens qui ne sont pas dans notre domaine, quand on est admis aux soins intensifs, il y a quelque chose qui nous amène là. Hein? On est déjà malade, clairement. Mm-hmm. Et là, au Canada, ça prend en moyenne 10 jours avant qu'on dise « OK, on va laisser mourir la personne. » Alors qu'on compare avec des études en Europe, c'est 2-3 jours en Europe. Alors, il y a un facteur Canada. Et tu te souviens du cas Razzouli là, en Ontario? Non. Non? OK. Ben, quand moi, j'étais à la maîtrise, les intensivistes citaient souvent là, ce cas-là pour prolonger là, l'intubation ou ne pas aller vers un arrêt de soins. Là. Dans le fond, c'était un monsieur qui était maintenu en vie artificiellement, il était iranien, il y avait des enjeux culturels là-dedans. Et les médecins sont allés en cours pour demander là, de pouvoir faire un arrêt de traitement et ils ont perdu. Puis là, les gens se sont mis à dire « Ouais, mais là, même si on essaye, tu sais, le cas Razzouli ne nous aide pas. » Alors, pour moi, c'est en Ontario, c'est pas au Québec, il y a des enjeux culturels, ça ne veut pas dire qu'il faut continuer à tout prix. Il y a aussi beaucoup la peur des poursuites, mais c'est une peur je crois, qui nous vient des États-Unis et je ne pense pas que vraiment le monde se font poursuivre s'ils parlent de débrancher un respirateur. Non, je pense pas. Non. J'aurais pas cette crainte-là, moi. Mais toi, c'est sûr que d'un point de vue chirurgical, je te dirais, l'enjeu qu'on a comme chirurgien, c'est qu'il y a des bonnes chances que si le patient est aux soins intensifs, intubé, ventilé, c'est en raison d'une complication chirurgicale. Fait que c'est plus là que le chirurgien a un petit fardeau, parfois médico-légal. Là, donc, quand la chirurgie va bien, le patient, normalement, il ne se retrouve pas intubé, ventilé à l'article de la mort aux soins intensifs. Donc, mais pour les intensivistes qui recevraient le patient... Je
pense pas qu'il y aurait une peur de poursuite. Là où il y a parfois un enjeu, on revient peut-être au consentement substitué, c'est moi ce que j'ai déjà vécu parfois, c'est les familles ont peur de se sentir coupables. Donc on leur dit est-ce qu'on pourrait arrêter les soins, puis là, parfois ça n'a pas trop été discuté, ou parfois on a des familles un peu nombreuses, les parents étaient plus proches de certains enfants que d'autres. Il y en a qui n'ont pas vu leurs parents depuis 5 ans, puis qui arrivent, puis là finalement ils veulent pas qu'ils meurent, Oui. puis là, donc là, on discute, puis des fois, de la façon dont j'essaie de leur présenter ça, moi, je me dis, c'est pas vous qui le tuez, là, votre père, Ouais. c'est la maladie, là, Je Puis leur dire, l'ai tellement vu ce que puis tu dis. essayer de leur expliquer que votre père, techniquement, si c'était pas de la science actuelle, il serait déjà mort, là, il est Ça fait intubé, longtemps. ventilé, il reçoit 4 médicaments pour maintenir sa pression artérielle. Si on arrête ça, dans 15 minutes, c'est terminé, donc... Puis ça prend du temps, mais ça passe. Mais bref, il y a plusieurs enjeux. La peur des poursuites, faudrait qu'il y ait eu quelque chose en arrière. Je sais pas, à moins qu'il y ait vraiment qu'on pousse ça dans la gorge de la famille, mais je peux pas croire, là, si on a une bonne discussion. Mais remarque, tu as plus d'expérience que moi, Mais là, peut-être. tu vois que ça revient encore au fait qu'on devrait en parler plus, qu'on Ben, c'est devrait sûr. s'en parler plus avant tout. J'aimerais... Puis, Ouais, c'est ça. Mhm. vas-y. J'allais dire avant, j'aurais tendance à penser que le mandat d'inaptitude, dans le fond, puis c'est peut-être une très bonne Oui. solution. Wow, on est rendu à la même place dans notre réflexion. Oui, je pense que dans tout ça, le mandat, de venir mettre le nom de quelqu'un, mais pas juste un quelqu'un, de mettre plusieurs personnes, qu'elles le sachent qu'elles sont là. Hein? Tout à fait. Alors moi, si j'avais un conseil, c'est une situation assez désastreuse, mais s'il y a une chose qu'on peut faire, c'est, mettons, les notaires de ce monde, les gens qui complètent eux-mêmes les mandats de protection chez eux, s'asseoir avec les gens dont ils mettent le nom là. Les notaires devraient faire venir la personne et aller au-delà de cocher la case qu'on ne veut pas d'acharnement parce que ça ne veut absolument rien dire. Et en dessous, là, il y a carrément une place pour mettre du verbatim sur le formulaire là, d'écrire c'est quoi les états pires que la mort pour vous. C'est pas magique, puis ça porte à interprétation, mais ça va être déjà moins pire. On va déjà avoir un petit peu plus d'éclairage, mais moi, je pense qu'on est vraiment dû pour une refonte complète de tout ça. Tu sais, si là, chaque patient que tu rencontrais, il arrivait un petit peu plus éduqué sur ça et il arrivait avec il a déjà réfléchi là, ses valeurs ou c'est la personne qui arrive avec un papier qui ne dit pas qu'il refuse des soins, un papier qui dit mon père il aime le golf, puis s'il ne peut plus jouer au golf, ça y tente moins, puis tout ça, déjà on aurait un petit peu plus de jus. Un papier une DMA là, qui dit cesser les soins dans des cas très, très, très précis d'inaptitude, ça n'aide pas grand monde. Là. Ça peut éclairer une discussion. Par contre, la loi, c'est pas ça qu'elle dit. La loi a dit que la DMA remplace le consentement de la personne apte. Fait que les seules manières qu'on peut utiliser une DMA, c'est pas en respectant la loi. Si on prend la DMA puis qu'on en discute avec la famille puis qu'on prend une décision avec la famille à partir de la DMA puis qu'on ne suit pas ce qui est écrit dans la DMA, ben on n'a pas respecté la loi nécessairement. Tout à fait. J'aimerais t'entendre, on approche de la fin, tu accordes une importance cruciale peut-être au rôle qu'on pourrait ou qu'on devrait donner aux infirmières et aux travailleurs sociaux. Oui, donc, oui, lorsqu'on modifiait là, la politique au CIS de Chaudière-Appalaches, on a aussi fait des entrevues avec des infirmières, des travailleurs sociaux qui travaillaient à l'hôpital, au CHSLD et à domicile. Puis qu'est-ce qu'on a réalisé? C'était que partout sauf à l'hôpital, ces discussions-là étaient beaucoup portées à bout de bras par des infirmières et des travailleurs sociaux, mais c'était aussi très individu dépendant. Admettons, cette infirmière-là ou cette TS-là, elle trouve ça vraiment important, fait qu'elle prend vraiment le temps de le faire. Puis il y avait une peur que tu as nommée tout à l'heure, que, mettons, en CHSLD, la personne est admise pour un répit ou pour post-chirurgie, une réadaptation, une convalescence, c'est ça le mot que je cherchais, une convalescence. Bien là, à ce moment-là, on ne fait pas nécessairement d'emblée l'objectif de soins. Là, les infirmières nous disaient, j'ai peur. Quand il y a un patient qui vient en convalescence pendant 2-3 jours, j'ai peur parce que je ne sais pas c'est quoi son objectif de soins. Puis personne n'a le goût de réanimer des gens qui sont en fin de vie, finalement. Fait que, oui, les infirmières et les TS ont un rôle là-dedans. Et au-delà de ça, les gens de sciences sociales ont un rôle là-dedans. Mais pour ça, il faut aussi dire toute la même. Il faut aussi
dire un petit peu la même chose. Si on commence à en parler un peu tout croche, mais je pense qu'au-delà de l'acte médical qui est l'objectif de soins, derrière ça, ben, c'est parler de la mort, puis c'est parler du fait qu'on a une fin. Puis aussi, ce que je trouve important de dire avant qu'on finisse, de dire que ce champ décisionnel-là, ce champ hautement complexe éthiquement, il a été créé de toutes pièces. Il a été créé de toutes pièces dans les dernières années par la médecine. Il y a 50 ans, on n'avait pas besoin de réfléchir à ça. Parce que, comme tu as dit tantôt, votre père, il serait déjà mort, ça fait longtemps. Mm-hmm. Alors, si on n'avait pas ces technologies-là, si on n'avait pas tous ces traitements-là, puis si on n'avait pas un système de santé universel qui est quand même axé pas mal sur le curatif, on n'aurait pas besoin de se poser ces questions-là. Fait que je pense que pour l'esprit humain, c'est difficile d'aller là. Puis c'est normal de ne pas vouloir en parler, puis c'est normal de penser, d'avoir une pensée magique. Je pense que c'est un instinct de survie. Mais là, aujourd'hui, au Québec et dans d'autres endroits sur la Terre, mais pas partout, c'est important de s'informer puis de s'éduquer sur ça parce qu'on a un système qui pense d'emblée qu'on veut tout. On a des professionnels de la santé qui ne sont pas toujours à l'aise d'en parler. Puis on a une population qui ignore qu'elle ignore. Là, on a une belle tempête, puis là, les bébés boomers s'en viennent. Tu vas avoir du travail. Écoute, mais quelqu'un qui nous écoute ou t'écoute aujourd'hui, puis qui n'a jamais réfléchi à ça, là, puis qui dit finalement, quel conseil au singulier, au pluriel, donnerais-tu à cette personne-là, disons, pour amorcer ce processus? En premier, moi, personnellement, je dirais juste en parler à mon ou ma conjointe. Là, je commencerais peut-être par ça, mais toi, que dirais-tu toi, comme spécialiste? C'est là que j'allais. Là. Parlons-en. Il y a eu une campagne au Canada, Speak Up, parlons-en. Parlons-en autour de la dinde, à l'Action de grâce, parlons-en à Noël. C'est pas obligé d'être glauque parce qu'on peut aussi voir la vie là-dedans. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire du reste de ta vie? C'est quoi qui te garde en vie? On n'est pas obligé, tu sais, la mort, c'est fini, puis tout, mais tout ce qui vient avant, on est en vie. Puis c'est ça on peut en parler. Ça me rappelle une petite mise en scène de Snoopy, Charlie Brown, puis qui dit, écoute, il dit, tu sais, un jour, on va mourir. Oui. Puis son ami dit, écoute, oui, mais tous les autres jours, on va être vivant. Oui, je sais, ça m'a marqué moi aussi. Je sais très bien à quoi tu fais référence. Ariane, c'est extrêmement grave. Écoute, il y a une petite capsule magique, donc on complète, peu importe les sujets, là, il y a une petite baguette magique dans mon entrevue, donc si tu pouvais changer une chose, toi, dans le réseau de la santé, là, avec ton bagage professionnel ou personnel, ce serait quoi? Tu y as peut-être répondu déjà, là, mais... Oui, j'y ai répondu qu'on réalise que les soins palliatifs, c'est important. Même les gens qui vont avoir l'AMM ont besoin de soins palliatifs et des soins palliatifs intégrés qui comprennent de parler d'exactement de ce qu'on sait parler aujourd'hui. Alors, de valoriser les soins palliatifs pour la qualité de vie, pour la dignité, toutes des valeurs qu'on porte sur notre cœur au Québec. Excellent. Et as-tu une rencontre de rêve? Quelqu'un que tu as dans le monde? Oui, j'y ai pensé. Vivant ou décédé? J'ai pas pensé assez pour répondre. Là. OK. Peut-être Castonguay. Ah, écoute, ce serait dans mes choix. Comprendre sa pensée. Ce serait un excellent choix. Je pense que c'est un des grands hommes politiques. Oui, puis tantôt, tu m'as mis la puce à l'oreille, tu as dit, on le cite pas toujours bien. Fait que... je dois dire que j'ai encore le projet de recevoir son fils en balado. J'avais eu des contacts avec lui il y a un certain temps. Il m'avait dit oui, puis là, finalement, pas de nouvelles. Il faudrait que je le relance. Ben oui. Puis sa fille était peut-être Joanne Castonguay, qui travaille pour dans le réseau de la santé. Il y avait peut-être un petit enjeu. Elle était peut-être un peu moins à l'aise, un devoir de réserve. Donc, mais écoute, moi, je pourrais relancer le projet. Est-ce que tu penses il comprend bien la pensée de son père? Ça me semblait, je lui ai parlé, là, ça me semblait d'être un homme extrêmement articulé. Là, donc, je me questionnais juste sur l'héritage que lui en gardait. Là, Ben oui, tu n'as pas besoin d'interviewer comme Claude Gastonguay à travers son fils. Tu peux interviewer le fils, le regard qu'il a. C'était plus ça qu'il portait sur son père ou la vision qu'il avait. Ou je sais pas, pour moi, Claude Gastonguay, c'est un personnage marquant. Là. Puis un des regrets que je garde, c'est que pendant mes études de maîtrise en droit, je l'avais rencontré, il donnait une conférence. Puis à l'époque, j'étais trop jeune et immature, entre guillemets, là, mais je réalisais pas la grandeur de la personne.
Ben là, tu m'avais pas dit que tu avais une maîtrise en droit. Mais peu importe. Mais bref, il était devant moi, tu sais. Puis là, je m'étais dit à l'époque, là, je me dis, il me semble que je le rencontre aujourd'hui. Bref, mais on a, écoute, Ariane, c'est hyper agréable, donc merci beaucoup. Puis on a quelques sujets peut-être pour une prochaine rencontre. Merci. Oui, j'aimerais ça qu'on parle de l'aide médicale à mourir la prochaine fois. Excellent, merci. Tu as déjà parlé souvent, tu as fait une série spéciale. On pourrait remettre le sujet quand même. Merci. OK, salut. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.